Bienvenue à l'échange. Nous nous penchons aujourd'hui sur deux manières assez différentes d'appréhender le désordre intérieur et, disons, les obstacles externes. Et on fait ça à travers le prisme de nos matériaux sources. Alors d'un côté, on a un texte assez poétique, Résonance, qui décrit une quête de paix intérieure par la musique. Et de l'autre, le récit d'une partie de cartes, bon, assez surréaliste et très stratégique, Ageng Shungred Kokakoshka, ça implique une manipulation de la réalité et c'est illustré d'ailleurs par des cartes à jouer modifiées, un 10 de carreau et un as de trèfle un peu reconfiguré. Ces deux œuvres, elles nous confrontent à une interrogation centrale, je crois. Face à l'épreuve ou au trouble, est-ce que la solution réside principalement dans l'ajustement personnel, la discipline intérieure, ou bien est-ce qu'elle émerge plutôt de l'analyse stratégique et d'une action qui vise à redéfinir les règles, voire l'environnement extérieur? Pour ma part, je défendrai l'idée que le chemin vers l'apaisement passe avant tout par la recherche d'une harmonie intérieure, par l'acceptation aussi et la force de la discipline personnelle. Et de mon côté, je soutiendrai que la véritable maîtrise des défis complexes, surtout quand ils sont systémiques, eh bien ça exige une analyse rigoureuse et une intervention délibérée sur les règles et les structures externes qui, en quelque sorte, nous gouvernent. Mon point de vue, il s'ancre vraiment dans l'expérience intime qui est décrite dans Résonance. Le texte est assez explicite sur la nature de la lutte. C'est une guerre intérieure, un esprit en conflit, mind at war, dit le texte. Des pensées agitées, restless thoughts, qui empêchent de trouver le repos, can't find my rest. Bon, la réponse qui est proposée, ce n'est pas une action sur le monde extérieur, mais un travail sur soi. Un travail méthodique, patient. Il est question d'une pratique musicale rigoureuse, as I practice note by note, d'un ralentissement conscient, counting slow, et puis d'un retour à des fondamentaux éprouvés, ancient path. Ce cheminement intérieur, il aboutit à une transformation palpable. Un sentiment retrouvé d'équilibre, finally something feels alright, la découverte d'un ancrage personnel, found my center, et puis il y a cette prise de conscience clé, l'autosuffisance, all I need is inside me. Donc j'en conclus que face à ce type de désarroi, disons existentiel, la résolution la plus profonde est intrinsèque. Elle nécessite de cultiver la discipline, d'apprendre à composer avec ce qui nous dépasse, ce fameux learning how to let things go, qui n'est pas une résignation, mais plutôt une forme d'intelligence adaptative et de trouver sa place au sein des structures existantes. Un peu comme le musicien qui crée au sein des règles harmoniques. Pour moi, la transformation de soi prime. Votre lecture de résonance est juste, oui, et elle met en lumière une voix puissante, c'est certain. Cependant, mon approche qui est nourrie par le scénario d'Anjik à Gradu Kokaka, elle part d'un postulat différent. Ici, on n'est pas dans l'introspection pure, on est projeté dans un environnement radicalement autre. Une ville faite de cubes instables, un Gradu Kokaka, une cité de dés, littéralement, où se joue une partie de cartes aux enjeux critiques sur une table de quartz flottante, avec des cartes qui sont décrites comme des filaments lumineux. Le personnage central pour mon argument, c'est le cyborg, l'unité 734. Face à son adversaire Aladdin, qui lui semble privilégier le panache, la ruse, on l'entend s'exclamer quelque chose comme «Je couvre le 10», puis crier «Anjik Chiji», un terme qui signifie une combinaison gagnante spécifique au jeu, eh bien le cyborg, lui, adopte une posture radicalement opposée. Il privilégie l'analyse froide, il déclare même que le concept de style est inefficace. Mais attention, il va bien plus loin que la simple analyse probabiliste. Il entreprend une déconstruction active du système lui-même. Il pénètre littéralement une carte, l'as de pique, pour en analyser la structure fondamentale, son ADN digital, dit le texte. Ensuite, il ne se contente pas d'observer, il agit. Il génère une myriade de futurs possibles, visualisés comme des milliards de cartes sport, puis, et ça c'est crucial, il modifie explicitement les règles du jeu en cours. Il décrète que l'as vaut désormais la somme, nouvelle valeur 11. Il s'octroie ainsi la possibilité de capturer des cartes d'une manière qui est normalement impossible dans le jeu de Tablis traditionnel qui est évoqué. Il va même jusqu'à transformer matériellement les cartes capturées en éléments architecturaux de cette cité mouvante. Les images qui accompagnent le texte, ces cartes stylisées, le 10 de carreau qui intègre des piques et des trèfles, l'as de trèfle sur fond carreau marqué de piques, elles me semblent parfaitement symboliser cette fluidité des normes, cette possibilité de réécrire les règles. Ma thèse est donc la suivante.
Face à des systèmes complexes, qu'ils soient hostiles, instables ou simplement opaques, la seule paix intérieure, si précieuse soit-elle, risque d'être impuissante. Une résolution efficace exige souvent de comprendre le système en profondeur. Le cyborg atteint une analyse complète, d'identifier les points de levier et d'avoir la volonté de modifier les règles ou l'environnement lui-même. C'est une forme d'assimilation des règles pour mieux les subvertir. L'action du cyborg, bien que fantastique, illustre une stratégie puissante: résoudre un problème en redéfinissant son cadre. Hmm, votre description de l'action du cyborg est frappante, oui. Mais elle me pousse quand même à questionner la nature même du défi tel qu'il est perçu. Résonance suggère que l'expérience première de la difficulté est souvent subjective, interne. Ces pensées agitées, cette guerre de l'esprit, ne sont-elles pas le filtre à travers lequel nous interprétons aussi les défis externes? S'acharner sur la modification de l'extérieur, sans apaiser cette source interne de conflit, n'est-ce pas risquer de ne traiter au fond que les symptômes? La paix trouvée par le musicien, ce n'est pas juste une sensation agréable, c'est une condition qui potentiellement change sa perception même des défis extérieurs et sa capacité à y faire face de manière constructive. Je vois, je comprends votre point sur la médiation interne de notre perception. Tout à fait. Cependant, Ajenk met en scène un défi qui possède une réalité objective indéniable, indépendante de la perception d'Aladin. Le cyborg n'est pas une projection de ses angoisses, c'est un agent externe, doté d'une stratégie propre, qui agit concrètement sur les règles d'un jeu partagé et sur l'environnement physique, la cité de Désé. La modification de la valeur de l'as, ce n'est pas une interprétation. C'est un fait nouveau dans la partie qui change radicalement la donne pour Aladin. Dans de telles situations, où un système externe ou un adversaire modifie activement les conditions, l'introspection seule, même si elle apporte du calme, eh bien, elle ne fournit pas les outils pour contrer l'action externe. L'assurance initiale d'Aladin, son Ajenk, elle se révèle totalement inefficace face à une stratégie qui ne joue plus selon les mêmes règles. Il y a des moments où le problème n'est pas seulement dans notre tête, mais bien dans les structures objectives qui nous entourent. Alors, intéressons-nous plus précisément aux méthodes. Vous opposez la discipline intérieure de Resonance à l'interventionnisme externe du cyborg. Mais ne sous-estimez-vous pas la puissance de cette discipline? La méthode décrite dans Resonance, la pratique, la patience, cette acceptation active, learning how to let things go, elle aboutit à une forme d'autosuffisance, all I need is inside me, et à une clarté, clearing air. C'est une force intrinsèque, construite patiemment. Cette capacité à trouver son centre et sa paix, malgré les circonstances extérieures, n'est-ce pas là une forme de résilience extrêmement puissante et peut-être finalement plus durable que la tentative constante de remodeler un monde extérieur qui est par définition fluctuant et souvent résistant? L'adaptation intelligente, ce n'est pas la passivité. Non, non, je nie absolument pas la valeur de la résilience et de la force intérieure. Elles sont fondamentales, bien sûr. Mais la question que soulève la confrontation avec le cyborg, c'est celle de l'adéquation de la méthode à la nature du problème. Le musicien trouve sa paix, et c'est une victoire personnelle immense. Mais cette paix, est-ce qu'elle résout une injustice systémique, par exemple? Est-ce qu'elle empêche un adversaire de tricher ou, comme ici, de changer les règles à son avantage? La méthode du cyborg, analyser, déconstruire, simuler les possibles, puis agir pour altérer les paramètres fondamentaux du jeu, c'est une prise de contrôle directe sur la situation externe. Elle pose une question fondamentale. Face à un système perçu comme défavorable ou injuste, doit-on toujours chercher à s'y adapter, à laisser aller, ou existe-t-il une nécessité, voire une responsabilité, de tenter de le modifier? L'approche du cyborg suggère que, parfois, saisir les rênes et transformer activement le cadre est la seule voie pour ne pas être simplement le jouet des circonstances ou de la volonté d'autrui. Est-ce que laisser aller ne devient pas dans certains cas une forme de complicité passive quand les règles elles-mêmes sont le problème? Cette question de la modification des règles est centrale, oui. Vous la présentez comme une stratégie potentiellement nécessaire. Pour ma part, je vois dans l'approche de résonance une valorisation du travail au sein des structures. La musique a ses règles, l'harmonie, le rythme, la théorie. C'est en maîtrisant ces règles, en explorant leur richesse et leur potentiel interne, que le musicien trouve non seulement la paix, mais aussi une forme de vérité. Teaching me what's really true, dit le texte. Il y a une beauté et une profondeur à trouver la liberté et l'ordre dans le cadre établi. Cela suggère que les structures, même si elles sont contraignantes, peuvent être des vecteurs de croissance et de résolution. Modifier les règles de l'extérieur comme le fait le cyborg, n'est-ce pas risquer le chaos?
ou une forme d'arbitraire où la seule loi est celle du plus fort, ou ici du plus avancé technologiquement? Quelle est la légitimité d'une telle action unilatérale? C'est une objection importante, tout à fait. La légitimité de l'action du cyborg est ambiguë dans le récit lui-même, on est d'accord. Mais son geste met en lumière une réalité forte. Les règles et les structures ne sont pas toujours neutres ou bienveillantes. Elles peuvent être obsolètes, inefficaces, voire oppressives. Aladdin, en jouant brillamment mais classiquement, semble voué à perdre face à une approche qui transcende ces règles. Le cyborg, lui, ne se contente pas de jouer mieux, il change la nature même du jeu. Cela illustre que, dans certaines situations critiques, la maîtrise parfaite d'un système, même injuste ou défavorable, ne suffit pas. Le véritable levier de changement peut résider précisément dans la capacité à remettre en question et à réécrire ces règles fondamentales. Les cartes modifiées, là, qui mélangent les couleurs, évoquent justement cette plasticité des normes. Il ne s'agit pas nécessairement de prôner le chaos, mais de reconnaître que parfois l'innovation ou même la survie passe par une rupture avec les cadres établis, par une redéfinition audacieuse du possible. L'alternative, rester strictement dans les règles, peut parfois signifier accepter une défaite certaine ou la perpétuation d'un statu quo intenable. Considérons enfin la finalité de chaque démarche. L'objectif dans Résonance est, sans équivoque, un état intérieur. La paix, l'équilibre, la clarté, clearing air, for my center. C'est une transformation subjective, une amélioration de la qualité de l'être. La résolution est atteinte quand l'individu trouve son harmonie intérieure, indépendamment, dans une certaine mesure en tout cas, des fluctuations externes. Et c'est là une différence fondamentale, oui. L'objectif du cyborg semble tout autre. Il vise une analyse complète, suivie d'une assimilation et sans doute d'une forme d'optimisation du système. Son succès se mesure par des effets objectifs et externes. Il prend l'avantage dans le jeu de manière décisive et son action a des conséquences tangibles sur l'environnement. Il transforme les cartes en architecture. Ça nous renvoie à une question essentielle. Qu'est-ce qu'une résolution réussie ? Est-ce un sentiment subjectif de paix et d'acceptation ou est-ce une modification concrète et mesurable du monde extérieur? Une victoire stratégique, une prise de contrôle sur les éléments. Le cyborg incarne clairement la poursuite de ce second type de résolution, une maîtrise objectivée des réalités externes. D'ailleurs, peut-on même considérer sa démarche comme une résolution au sens humain? Ou est-ce une pure optimisation algorithmique, dénuée de sens profond? Pour récapituler ma perspective, l'expérience décrite dans Résonance nous montre la puissance de la discipline intérieure et de l'adaptation pour atteindre une paix profonde et une résolution autonome face au tumulte. Trouver sa résonance propre, cultiver son jardin intérieur, c'est bâtir une forteresse de résilience. La clé réside en soi. All I need is inside me. C'est une voie vers un équilibre potentiellement plus stable, car moins dépendant des aléas extérieurs. Et pour ma part, je maintiens que l'analyse rigoureuse des systèmes externes, couplée à une volonté d'intervenir activement sur ces systèmes, y compris en remettant en cause et en modifiant les règles établies, constitue une stratégie parfois indispensable face à des défis complexes, structurels, ou face à des adversaires qui opèrent hors des cadres conventionnels. Le cyborg, dans La Cité de désert, illustre de manière extrême la puissance de cette agentivité tournée vers l'extérieur, cette capacité à remodeler activement son environnement pour atteindre ses objectifs. Il est indéniable, oui, que les deux récits nous placent dans des contextes radicalement différents. L'un est une plongée intime dans la psyché individuelle en quête d'apaisement. L'autre est une confrontation stratégique dans un univers externe, fluctuant et régi par des règles qui se révèlent malléables. C'est presque une métaphore des systèmes complexes et de leur point de rupture, en fait. Effectivement. Et c'est peut-être là que réside l'enseignement principal. La pertinence de l'une ou l'autre approche, harmonisation intérieure ou manipulation externe, n'est pas absolue. Elle dépend crucialement de la nature du défi spécifique auquel on est confronté. S'agit-il d'un combat intérieur, d'une adaptation à une réalité qu'on juge immuable, ou bien d'une lutte contre un système externe modifiable ou un adversaire stratégique? Mettre en regard ces deux perspectives, l'une issue d'une œuvre lyrique et introspective, l'autre d'un récit spéculatif et ludique, ça nous offre un éclairage précieux sur la diversité des stratégies de résolution possibles. Absolument. Ces deux visions, bien que contrastées, ne sont peut-être pas mutuellement exclusives dans la vie réelle. Elles nous invitent à réfléchir à l'articulation complexe entre notre monde intérieur et les structures externes, et aux différentes manières, parfois complémentaires, parfois antagonistes, de naviguer cette interaction pour y trouver du sens, de l'équilibre ou la victoire.
Il y a là matière à poursuivre la réflexion bien au-delà de ces deux exemples fascinants.